Alors qu'un saucisson classique coûte 14,68 € le kilo, la version miniature est vendue 26,90 €. Le paquet familial de purée, lui, coûte 6,36 € le kilo, contre 11,44 € pour les formats individuels. Côté boisson, le prix au litre d'une bouteille de soda se vend 1,23 €. Les mini-canettes coûtent en moyenne 2,86 € du litre. Mais la démonstration de Delphine ne s'arrête pas là. J'ai pris les mêmes produits, mêmes caractéristiques, mais avec deux formats différents. Donc là, ici, j'ai le format individuel, l'eau, le café, le camembert, les soupes. Et là, ici, j'ai les formats normaux, familiaux, avec, pareil, le café, le soupe, le camembert et l'eau. Et donc, en poids, on est en équivalent. Hein. Et donc, on va voir au niveau de la note ce que ça va donner. Dans ces deux paniers, il y a exactement le même poids d'aliments, de la même marque. 12,91 €. La facture du panier rempli de format traditionnel s'élève à 8,27 €. Celle des petits formats grimpe à 12,91 €. Donc, on est à pratiquement 50% d'écart entre deux paniers de même quantité, mais juste en format différent. Comment les industriels justifient-ils une telle différence de prix? Un seul d'entre eux a accepté de nous répondre. Il se trouve à Lyon. Patrick Bompard est responsable des saucissons secs chez un poids lourd de la charcuterie. Il commercialise un produit consommé par 15 millions de Français. C'est un produit qui aujourd'hui est en 260 grammes et c'est une droite qui a un intérêt par rapport au produit original ou originel de saucisson, de pouvoir être coupé et de faire des petites rondelles de façon facile et pratique pour l'apéritif. Ce saucisson classique a été décliné en 7 tailles différentes. Les mini-formats font partie de la stratégie commerciale de l'entreprise, car ils permettent de vendre des produits moins chers à l'unité qui attirent les clients. On a plutôt une augmentation de la consommation de ce type de produits, qui sont des produits plaisir et qui, en période de crise, permettent d'avoir accès à un produit plaisir à un coût moindre. Les mini-produits ont permis à la marque de gagner 4 millions de consommateurs supplémentaires. Et pourtant, le prix au kilo en hypermarché est jusqu'à 80% plus cher. Patrick Bompard a toute une liste d'explications. C'est-à-dire que pour faire sécher des produits, vous avez besoin que l'air circule entre les produits. Et pour faire sécher 100 grammes de petites pièces, il faut plus de place que pour faire sécher 260 grammes de pièces classiques. Donc en termes d'espace nécessaire, d'immobilisation de frais fixes, c'est beaucoup plus important sur des petites pièces que sur des grosses pièces. Mais on a à peu près le même temps pour rentrer ces produits-là dans un sachet qu'un produit de 400 grammes dans un sachet. Et au final, pour le même temps, vous avez soit 100 grammes, soit 400 grammes. Donc aussi une hausse, des coûts fixes supérieurs pour les petits produits que sur les grands produits. Des coûts de production plus élevés, un rendement plus faible, mais Patrick Bompard va nous faire une autre révélation. Nous, quand on vend un produit, on a un écart qui est aux alentours de 20%, je dirais, entre un produit classique et les plus petits produits. Nous, on n'a pas la maîtrise sur cet écart en magasin. Une loi du Code du commerce permet aux grandes surfaces de fixer librement leurs prix. Selon Patrick Bompard, les distributeurs en profiteraient pour faire une marge plus importante sur les petits produits. Il peut fixer le prix comme il veut, donc s'il est en concurrence sur tel ou tel produit, s'il est en promotion sur tel ou tel produit, il peut être plus agressif en prix sur un produit plutôt qu'un autre. Pour en avoir le cœur net, nous décidons de demander des explications à un distributeur. Je vous appelle parce qu'on prépare actuellement un documentaire sur le poids des aliments et on s'est rendu compte dans plusieurs hypermarchés, supermarchés, dont que certains produits vendus en petites portions étaient beaucoup plus chers que les produits classiques. J'ai pas du tout ce type d'information-là. Je ne pourrais pas répondre directement à votre demande. Nous n'obtiendrons aucune réponse de la part de cette grande surface.
Les prix pratiqués sur les mini-produits sont de plus en plus contestés par les associations de consommateurs. Alors, pour ne pas diminuer le poids de leurs aliments, désormais certains fabricants préfèrent modifier la composition de leurs recettes pour qu'elles coûtent moins cher à produire. Carros, en Provence. Stéphane Bernardoni dirige une entreprise de crème glacée, l'un des aliments préférés des Français. C'est bon, Georges? Tout va bien, c'est fini? Donc on peut la turbiner à 1 heure, elle sera assez maturée? Oui, elle a 3 heures de maturation. Ok, 3 heures de maturation. Ce matin, ils produisent de la glace à la vanille. Tous les ingrédients sont mélangés et passent de cuve en cuve pour cuire ensemble, puis refroidir. Donc là, notre vanille est maturée. Une fois que la glace est reposée, c'est un peu comme de la pâte à crêpes. Une fois que c'est reposé, on peut la passer au freezer. La dernière étape, c'est celle du foisonnement, là où la glace passe de l'état liquide à l'état solide. Là, il y a un arbre avec des couteaux qui grattent le tour. Ça refroidit autour et ça gratte ce qui est au fur et à mesure congelé. Et à l'intérieur, il y a l'air qui est incorporé, d'où le foisonnement. On injecte de l'air pour faire de la glace. La glace, il y a de l'air dedans, oui. De l'air dans la glace, ce serait indispensable selon Stéphane. Si on met pas de l'air, on fait quoi? On fait de la gratte à cake, hein, comme à la maison. C'est-à-dire que vous mettez votre mix dans le congélateur, vous le congelez, c'est du béton. Le fait d'incorporer l'air, c'est ce qui fait l'onctuosité. Mais l'air a aussi une deuxième fonction. Sous forme liquide, 1 litre de glace pèse 1,2 kg. L'étape du foisonnement va lui faire perdre beaucoup de poids. Mais à la sortie, notre litre de glace, on a la balance. Nous, on a fait notre poids. On est à 1 litre, on est à 650 grammes en glace, 750 grammes en sorbet. 2 fois moins de poids, mais grâce à l'air, Stéphane a créé du volume, gratuitement. Et pas question d'en perdre une miette. Donc là, j'ai marqué la vanille en 2,3 litres, c'est la contenance de notre bac. À 13h30, on a mis en route. On va peser. Ici, on a notre tableau, ce qui nous permet de vérifier au fur et à mesure. Là, on est un petit peu lourd. 1,762 kg. Voilà. Donc, on regarde. Le 2,3 litres, il devrait faire 1,5 kg. On va augmenter le foisonnement. Donc là, c'est non conforme. Stéphane module constamment le pourcentage d'air jusqu'à parvenir au réglage parfait. Celui qui va maximiser l'onctuosité, mais aussi sa rentabilité. Car chaque pot doit contenir environ 45% d'air. Sur 1 litre de glace à 5 €, le consommateur paierait donc 2,25 € d'air. 510. Conforme. C'est sûr que plus on met d'air à l'intérieur, plus on fait de marge. Voilà. La loi l'autorise à mettre 50% d'air dans sa glace. Ce fabricant est en dessous du seuil légal. Ses pots de glace, il les vend 5 €, presque 2 fois plus cher que ses concurrents. Mais chez lui, il y a moins d'air. Donc forcément, quand un mec il me dit elle est moins chère chez un tel, je dis mais pèse-la et tu verras, il te met rien dedans. Tu vends que de l'air. Si Stéphane Bernardoni remplaçait 25% d'air présent dans sa glace par les ingrédients traditionnels, le prix de vente d'un pot passerait alors de 5 € à environ 7,50 €, soit 50% plus cher. Mais il y a un autre ingrédient idéal pour jouer sur le poids. Les industriels l'affectionnent car il est presque aussi bon marché que l'air. Cet ingrédient low cost, c'est l'eau. Christophe Labbé a longtemps enquêté sur son utilisation pour alourdir les recettes. On vend énormément d'eau dans l'agroalimentaire et tout est fait pour vendre le maximum d'eau dans les produits pour en injecter le maximum parce que ça fait du poids et que ça coûte pas cher, ça coûte quasi zéro. Par exemple, vous avez la pratique du mouillage qui est strictement interdit, du mouillage des coquilles Saint-Jacques. Vous allez mouiller les coquilles Saint-Jacques avant de les congeler et vous allez pouvoir obtenir un gain de poids de 30% à peu près.
Quand vous vendrez le produit au poids, ben, ça fait autant de gagner au final pour l'industriel. Aujourd'hui, des dizaines de produits alimentaires manufacturés sont remplis d'eau. On en trouve par exemple dans le jambon, dans certains plats cuisinés et même dans les blocs de foie gras. Mais il est très difficile de connaître le pourcentage d'eau exact présent dans chaque produit, car les fabricants n'ont pas l'obligation de les inscrire. Le seul moyen de le savoir est donc d'effectuer des analyses. Laboratoire départemental du Morbihan. Nous décidons d'analyser différents aliments comme ces saucisses. Patrice Jacob relève un premier indice. L'ordre dans lequel sont placés les ingrédients au dos du paquet. Au niveau de la réglementation, pour l'étiquetage, il est demandé de faire un étiquetage décroissant. C'est-à-dire qu'on commence par les composés les plus nombreux en quantité dans le produit et on termine par les plus rares. Sur le plan réglementaire, la présence de l'eau en deuxième position signifie que c'est le deuxième composant le plus important dans ces saucisses. Pour analyser sa teneur en eau, la saucisse est broyée. Puis elle est mise dans une étuve afin que l'eau s'évapore. Les scientifiques comparent ensuite le poids avant et après évaporation pour en déduire le pourcentage d'humidité. Ces saucisses sont composées de 60% d'eau, mais une partie est naturelle. On peut considérer que la viande de porc contient 70% d'eau, donc elle apporterait 40% de cette eau dans la saucisse. Les 20 autres pourcents sont effectivement de l'eau qui a été ajoutée. Il y aurait donc 20% d'eau ajoutée dans chacune de ces saucisses. Cet ajout est légal, mais l'opération nécessite quelques notions de chimie. Car maintenir l'eau dans la viande n'est pas tout à fait naturel. Sur ce genre de produit, on a tendance à rajouter un petit peu d'eau pour gagner un petit peu en poids. Et pour fixer cette eau, on se sert de produits qui sont des polyphosphates. Donc ils fixent l'eau, ils les fixent sur les protéines. Dans la composition d'un produit, les polyphosphates sont aussi appelés E450, E451 ou encore E452. Ils sont présents dans certains fromages, dans des plats préparés ou encore dans le jambon. Ce qu'on voit ici, c'est de l'eau qui est ajoutée. On voit que ça suinte par rapport à la viande parce qu'en fait, le rôle du polyphosphate ne dure pas forcément très longtemps dans le temps et il finit toujours par relarguer. On voit les gouttes d'eau donc qui suintent un peu partout. On les voit bien sur l'emballage. À ce jour, les polyphosphates n'ont fait l'objet d'aucune étude permettant de connaître les véritables effets sur notre santé. Ils seraient suspectés de causer une hyperactivité chez les enfants, ainsi que des troubles digestifs.